Bonsoir à tous. C'est le dernier mardi avant les vacances de Noël, le dernier mardi de l'année. On va donc revenir sur l'actualité, mais l'actualité de l'année 2007. Et on va le faire avec 4 philosophes afin de pouvoir un tant soit peu envisager l'avenir. Je vous les présente tout de suite. Marcel Gauchet, vous enseignez à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Le Débat. Vous êtes l'auteur du Désenchantement du monde, de la démocratie contre elle-même, de la condition politique. Et vous venez de publier les 2 premiers tomes de l'avènement de la démocratie. Le premier s'intitule La Révolution moderne, le second La crise du libéralisme. Alain Finkielkraut, vous enseignez à l'école Polytechnique, vous animez Réplique, une émission hebdomadaire sur France Culture depuis plus de 20 ans. C'est d'ailleurs de cette émission que sont tirés, qu'a été rédigé l'essentiel de votre dernier livre, La querelle de l'école. Ça a été fait sous votre direction à partir de ces émissions. Vous êtes également l'auteur du Juif imaginaire, de la défaite de la pensée, de comment peut-on être croate, de l'imparfait présent et de nous autres modernes. Yvon Quignoux, vous enseignez au lycée et en classe préparatoire aux grandes écoles à La Roche-sur-Yon. Vous êtes membre de la rédaction de la revue Actuel Marx. Vous êtes l'auteur de Problèmes du matérialisme, de Nietzsche ou l'impossible amoralisme, de Figures de la déraison politique, j'arrive plus à lire, d'athéisme et matérialisme aujourd'hui, et vous venez de publier un Karl Marx dans la collection Les idées reçues. Simplement, j'enseigne à la philosophie et maintenant je me consacre entièrement au travail intellectuel. C'est vrai, vous avez arrêté. Daniel Ben Saïd, vous enseignez toujours à l'université Paris 8, oui. Vous êtes membre de la Ligue communiste révolutionnaire, vous êtes l'auteur de La Révolution et le pouvoir, de La discordance des temps, du Paris mélancolique, de Qui est le juge, et là vous publiez 2 livres au mois de janvier, Éloge de la politique profane, et un autre qui s'intitule Un nouveau théologien, Bernard-Henri Lévy, qui j'imagine est un pamphlet. Oui, c'est un pamphlet, mais où il n'est pas question de sa chemise. C'est un pamphlet sur les idées. D'accord. Alors commençons tout de suite, puisqu'on avait décidé d'aborder cette actualité de commencer par la démocratie. Alors, vous le savez évidemment, le traité simplifié sur l'Europe a été adopté par les États, et pour les prochaines étapes, on s'est dit cette fois qu'il valait mieux ne plus passer par la voie référendaire, étant donné qu'on avait été un peu refroidi par le non à la Constitution européenne. Alors, quelle leçon faut-il en tirer sur la démocratie? Est-ce que ça veut dire qu'il y a des sujets sur lesquels il ne vaut mieux pas voter? Est-ce qu'il y a des sujets trop sérieux pour les confier aux citoyens? Est-ce que nous votons souvent pour de mauvaises raisons, et c'est pour ça que nous serions écartés dorénavant, Yvon Quignoux? Oui, c'est un déni de démocratie de mon point de vue à moi, mais il n'est pas récent, il date pas d'aujourd'hui, puisque lorsqu'il a été question de voter le traité constitutionnel il y a 2 ans, le projet avait été envisagé, que ce soit fait par référendum en France, mais dans les autres pays, ça ne s'est pas fait par référendum, parce qu'on savait pertinemment que si c'était fait par référendum, le oui risquait de ne pas l'emporter, si vous voulez. Alors en France, on l'a fait, bien entendu, mais parce qu'on espérait bien que le oui l'emporta par l'intermédiaire d'un référendum, et ça n'a pas été le cas, si vous voulez. Alors ce que ça signifie profondément, c'est qu'à l'instant même où l'on mettait en place une construction, si vous voulez, européenne, qui est quand même assez fondamentale pour l'avenir, on a empêché dans l'ensemble des pays européens, sauf la France, et puis la Hollande aussi, on a empêché cette construction de dépendre du choix des citoyens. Bon. Et alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Nicolas Sarkozy, qui pourtant prétendait avoir entendu le non français, nous refait la même opération et passe par-dessus ce fameux non, si vous voulez, et est en train de nous faire comprendre que quand il s'agit, si vous voulez, de mettre en place l'avenir des peuples, on n'a pas besoin de leur avis. Alors, ce qui signifie plus en profondeur, à mon avis, Louis, tout de suite, c'est que derrière tout ça, il y a le poids des marchés financiers, il y a le fait que l'Europe, c'est essentiellement un marché économique qui permet au capital de circuler, de s'investir, etc. Et que ça, c'est fondamentalement tabou par rapport à l'initiative citoyenne. Alain Finkielkraut ? Je n'irai pas aussi loin. Enfin, la question que vous me posez ne me passionne pas particulièrement, mais je vais jouer le jeu, je vais essayer d'y répondre. On ne peut pas aller jusqu'à parler d'un déni de démocratie. Il faut savoir que des élections ont eu lieu très récemment, le Parlement est tout nouvellement élu, et le candidat président a parlé de son projet de traité simplifié dans sa campagne. Et quand un Parlement se prononce, la démocratie vit. Le Parlement, nous vivons sous le régime non du référendum continu, mais de la démocratie représentative. Alors,
J'ajoute que la construction européenne est une sorte d'engrenage interminable qui passionne difficilement les peuples. Et d'ailleurs, on l'a vu lors du précédent référendum, qui a été malgré tout et surtout un référendum anti-Chirac, en dépit du choix des socialistes pour le oui. D'ailleurs, nombre d'hommes politiques qui visaient le non sont très contents finalement qu'il n'y ait pas de référendum, parce que ça évite l'explosion définitive de la gauche. Ce qui veut dire tout de même que la démocratie populaire a du mal à se manifester, se déployer hors du cadre national. On renationalise les problèmes. Cela étant, la vraie question est de savoir si l'Europe, qui se prépare, sera à même de civiliser la mondialisation. C'est ce que le président a dit. J'aimerais le croire, mais quand je vois par exemple que des usines ne cessent de fermer, et tout récemment l'usine Jourdan, à Charles Jourdan je crois, à Romans, là je constate que la mondialisation continue ses effets et que l'Europe reste totalement impuissante. C'est, me semble-t-il, le véritable problème. Daniel Ben Saïd ? Mais moi, je ne considère pas que le référendum soit le nec plus ultra de l'expression démocratique, mais en revanche, par rapport à ce que dit Alain Finkielkraut, ayant fait et disons activement la campagne au moment du référendum en faveur du non de gauche, ça a été une occasion de politisation considérable. Sur un texte compliqué, long, presque insultant, parce que recevoir 200 pages dans sa boîte aux lettres, c'est pas évident. Et il y a eu quand même des centaines de milliers de personnes qui se sont intéressées à travers ça, qui ont découvert des problèmes. Et par conséquent, le non qui a l'emporté en 2005 avait valeur de mandat. Alors, ça pose un problème de démocratie. Certes, on nous dit qu'il y a eu des élections il y a 6 mois. Sarkozy avait annoncé qu'il ferait passer le traité simplifié, qui n'est pas si simplifié que ça. Or, c'est bien le fond de la question. Est-ce que le traité est vraiment modifié au point que les gens qui avaient rejeté aujourd'hui pensent qu'il soit acceptable? Il faut leur demander. Il faut leur demander. Or, on évite de les consulter là-dessus en supposant que le vote présidentiel a valeur de paquet cadeau. Qu'en votant à la présidentielle, on avalise tous les sujets, toutes les questions sur lesquelles le candidat peut se prononcer. Je crois que c'est très discutable. Et je suis également choqué, c'est vrai que c'est pour des raisons d'opportunité, de la manière dont la gauche, avec des protestations très feutrées, accepte la procédure parlementaire parce que ça arrange effectivement beaucoup de monde, et que Mme Ségolène Royal, qui s'est fait le héros de la démocratie participative, bon, je pense que la démocratie participative, c'est bien autre chose qu'un référendum. Alors, en tout cas, il y a un élément là participatif et on s'assoit dessus à la première occasion. Marcel Gauchet ? Je crois que oui, c'est une faute politique. Pourquoi ne fait-on pas un nouveau référendum? Parce qu'on pense que les gens voteraient non à nouveau. Donc, c'est une manière d'avouer que vous avez le droit d'être consulté à condition que vous votiez oui. C'est une étrange conception de la démocratie et il faut bien le dire, c'est pas ça qui va accroître l'adhésion des citoyens à la construction européenne. C'est l'évidence. Donc je crois que ça ne se verra pas beaucoup parce que, essentiellement, la gauche n'est pas en position de s'opposer à cette procédure, mais qu'en revanche, ça aura des effets dans la durée considérables. Un référendum ne peut, surtout dans les conditions où s'est passé le référendum de 2005, ne peut être désavoué que par un autre référendum. On peut penser que les gens avaient tort de voter non. Ou qu'ils ont voté pour de mauvaises raisons. Oui, bien entendu. Ils ont peut-être voté pour de mauvaises raisons, mais il faut, si on est démocrate, on admet que la rectification est dans l'ordre des possibles. Oui. Et à ce moment-là, il faut jouer le jeu. Oui, mais ce qui est grave au niveau de la procédure elle-même, moi j'y reviens, c'est que la procédure qui va être adoptée par le Parlement porte sur un traité effectivement dit simplifié, qui n'est pas du tout simplifié, qui est même parfaitement illisible, hein, mais c'est un traité qui reprend pratiquement à l'identique le projet de constitution qui avait été refusé. Hein. Et en particulier, on parlait des problèmes économiques il y a 2 minutes, mais la question sociale
en Europe est absolument occultée dans ce traité. Hein, elle est laissée de côté. Et on vient de voir encore tout récemment des syndicalistes, si vous voulez, au niveau européen, protester contre le fait qu'un certain nombre de mesures, si vous voulez, sociales n'étaient pas, si vous voulez, prises en charge par les dirigeants actuels de l'Europe, si vous voulez. Hein. Donc il faut dire que, vous voyez, qu'à la limite, on propose sous forme parlementaire un nouveau traité. Bon, ça pourrait entrer dans l'ordre des choses et être acceptable au niveau intellectuel, mais c'est le même traité, si vous voulez, pratiquement pour l'essentiel. Vous vouliez ajouter quelque chose, Je vois quand même un risque si on choisissait maintenant la procédure référendaire. On demanderait aux citoyens de se prononcer pour ou contre le président de la République. Je répète que ça a été quand même un des éléments, pas le seul, du vote négatif. Un référendum pour ou contre Sarkozy, alors qu'il est au pouvoir depuis 6 mois, ça n'a pas grand sens. Et d'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce serait le non qui l'emporterait. Pour moi, ce qui l'emporterait, ce serait massivement l'abstention. Ce serait l'abstention. Le problème, par rapport aux soucis qui pourraient être communs, on n'a pas la même opinion probablement sur l'Europe, sur son avenir, etc. Mais c'est que le fait de ne pas recourir au débat public sur cette question-là escamote un problème majeur. J'ai entendu le président Sarkozy dire, mais imaginez, si on faisait un référendum, ce serait le prétexte pour l'Angleterre pour ne pas ratifier le traité simplifié. Bon, si on pense par des artifices de ce type-là résoudre un problème majeur, qui est effectivement quelle conception de l'Europe? Certains pensent que le non était anti-européen. Je ne suis pas du tout anti-européen. Je suis même pour que ce soit les Turcs qui décident de l'adhésion de la Turquie, parce que je ne pense pas que l'Europe soit définissable par l'identité judéo-chrétienne. Ah bah oui. Bon. Mais justement, que le débat ait lieu. Que le débat ait lieu, qu'il ne soit pas escamoté. Oui, mais vous voyez bien, s'il avait été question de la Turquie, on n'aurait pas pu échapper au référendum. Parce que là, c'est une question identitaire qui frappe les peuples, les concerne en tant que tels au premier chef, et on ne s'en serait pas sorti de cette manière. Je crois simplement... Le problème global, il vient de beaucoup plus loin. Oui. C'est que depuis l'acte unique de 86, jusqu'au traité de Maastricht de 92, etc., on a mis en marche un engrenage d'une Europe par le marché et la monnaie, qui s'est trouvé percuté par des événements qui n'étaient pas prévus, l'effondrement des régimes bureaucratiques ou totalitaires, comme vous voudrez, en Europe de l'Est, par le fait que la mondialisation a en même temps mondialisé le capital et pas européanisé le capital, ce qui fait que là-dessus, y compris les intérêts du capital, ne sont pas nécessairement liés à un proto-État européen. Et enfin, ça a posé le problème de l'élargissement qui devenait, j'imagine que vous en êtes partisan, moralement inévitable concernant les pays des Balkans ou d'autres, mais en même temps posait un problème d'inégalité sociale au sein de l'Europe qui ne pouvait être résolu que par une harmonisation sociale et fiscale. Alors c'est le volet qui est absent du débat. C'est ça qu'il faudrait discuter. C'est pas une affaire mineure. Je pense pas que ça aurait valeur de vote de censure contre Sarkozy. Alors, il pourrait très bien dissocier. Chirac n'a pas démissionné en 2005. On viendra après sur l'élection de Nicolas Sarkozy. Il y a quand même deux arguments qu'a avancé Len Finkielkraut, avec lesquels je ne suis pas d'accord, et qu'il faut relever sur un plan purement intellectuel. Procéder à un nouveau référendum, ça serait annuler en quelque sorte l'élection du président Sarkozy. Mais recommencer. Mais le président Sarkozy, le candidat président Sarkozy, a quand même fait campagne aussi sur la base d'une prise en compte du non. Il l'a dit très clairement. Hein. Et ce qui est quand même grave du point de vue de la déontologie du débat politique, c'est qu'il a prétendu prendre en compte ce non et qu'il nie ce non, puisqu'il nous demande de voter oui à un contenu qui est identique à celui qui a été refusé. Hein. Donc c'est à ce niveau-là qu'il faut se situer. Et deuxièmement, affirmer que les Français, alors très franchement, hein, que les Français, quand ils ont voté Sarkozy, ont voté pour le oui à l'Europe telle qu'elle se construit aujourd'hui, ça me paraît tout à fait injustifié sur le fond. C'était un élément d'une campagne globale et il y avait la mémoire de ce qui s'était passé. Oui. Marcel Gauchet. Juste un mot à propos de ce que disait Alain Finkielkraut. Si l'on admet que les Français, ou les peuples en général, sont incapables de voter sur la question qui leur est posée, votent sur une autre, il faut en tirer des conclusions plus radicales. On peut d'ailleurs se demander s'il ne faudrait pas leur retirer le droit de vote. Non, mais il ne faut pas exagérer. Je veux dire, j'ai pas dit ça non plus. Je crois qu'au contraire, on gagnerait beaucoup en termes démocratiques à dissocier une bonne fois le plébiscite pour ou contre les autorités en place et la décision collective sur un point précis qui n'engage pas
du tout Mais la détention du pouvoir. 200 pages, 200 pages, 200 pas pages du de... tout. Il y a des tas de pays où le référendum fonctionne très bien. La France est un pays plébiscitaire dans son mode de désignation politique et c'est pas un succès. Non, c'est pas un succès, mais il est vrai aussi que choisir la voie du référendum pour un traité simplifié, qui n'est pas simplifié, complexe, une constitution, etc., c'est très, comment dire, ça donne à penser, c'est très contradictoire parce que on vous demande une réponse binaire à une question extrêmement complexe. Donc on pourrait estimer que l'espace public pour un débat de ce genre, ce devrait être le Parlement. Alors s'il ne remplit pas cette fonction, c'est vraiment dommage. Le Parlement la remplirait à une condition, c'est que ce soit un débat ouvert. Alors c'est un débat pour ou contre, exactement au Parlement comme dans le... Alors je suis d'accord, mais il faudrait que ce soit un débat ouvert au Parlement. Vous mettez le doigt sur un problème qui nous amène sur un autre terrain, qui est la logique plébiscitaire de l'institution de la Ve République. Et qui fait que, effectivement, en associant les questions à l'élection présidentielle, etc., et en plus, en se projetant dans une logique bipartiste, on systématise les choix binaires que vous regrettez, et que je regrette aussi. Si on voulait au moins les desserrer, il faudrait une dose de proportionnel. Il faudrait nuancer les positions et les opinions, etc. Donc il y a une logique, effectivement, qui est une logique plébiscitaire, systématique, et qui s'est aggravée au cours du temps. Aujourd'hui, on en est à un point d'impasse et qui va provoquer une crise institutionnelle, très probablement. Oui, mais alors, pour aller au-delà, et s'agissant de la question de la démocratie, moi, ce qui me paraît grave dans cette histoire d'aujourd'hui, c'est que la décision de Sarkozy contribue un peu plus au discrédit de l'Europe. Parce qu'il y a un discrédit de l'Europe en matière, si vous voulez, de construction démocratique. Tout le monde reproche à l'Europe, même ceux qui sont ses partisans. Je pense à quelqu'un comme Jacques Delors, il le disait. C'est une construction qui se fait, si vous voulez, au niveau de Bruxelles, dans des cabinets. Alors, bien entendu, il y a la médiation des gouvernements qui nomment, bien entendu, des commissaires, etc. Mais il y a manifestement un déficit, si vous voulez, de démocratie. Et on accentue ce déficit de démocratie en refusant le référendum et en passant sur le nom antérieur. Et puis surtout, moi, je refuse d'identifier le concept d'une démocratie, si vous voulez, plébiscitaire et le concept d'une démocratie référendaire. Le plébiscite, c'est pas le référendum. Et le référendum a été l'occasion, il y a 2 ans, d'un formidable débat intellectuel en France. Et heureusement, si vous voulez, que les opposants se sont manifestés, parce qu'on a vu progressivement le niveau du débat s'élever considérablement. Les partisans du non, au départ, étaient traités d'imbéciles ou de nationalistes ou de conservateurs. On s'est aperçu que c'était des gens intelligents qui avaient des exigences sur les sociales. Et on a vu se diffuser, moi j'en ai été témoin à mon lycée, un débat démocratique d'une qualité absolument extraordinaire. Oui, donc un référendum, quand il est organisé à l'enseigne de la démocratie, de l'intelligence et de l'information, et non pas celui du trucage des mots, ça peut être une occasion extraordinaire de prise de conscience critique. Ça se termine tout de même par une réponse binaire, un oui-non, qui ne correspond peut-être pas à la réalité, à l'ampleur du problème. Et ce qui discrédite l'Europe aussi aujourd'hui, c'est le choix de ne la concevoir précisément que comme une construction. Un objet politique non identifié. On oublie que l'Europe, c'est aussi une civilisation, qu'il s'agit de promouvoir, de transmettre, de préserver. Elle ne se pense plus comme civilisation. Et je crois que ça la rend très ennuyeuse, pour dire les choses. Et elle ne se pense pas non plus comme famille de nations. Oui, mais pourquoi ? Et ça aussi, ça contribue, disons, à l'éloignement, à l'extériorisation, à la bureaucratisation. Et d'ailleurs, l'Europe est incapable de parler un autre langage que bureaucratique. Et ça, c'est une question... Et économique. Mais Alain Finkielkraut, la crise de l'humanité européenne, c'est le titre d'un livre, elle est diagnostiquée depuis 1935 par Husserl et par bien d'autres. Donc c'est un problème à reconstruire. Je ne pense pas qu'on puisse créer cette âme européenne en réactivant justement un héritage religieux, théologique, etc. Mais il faut reconstruire. Il n'est pas que religieux. Il n'est pas que religieux. Il y a une culture. Religieux. Oui, mais enfin, attendez. Ma capitale de cœur, je vais vous le confier, c'est plus Grenade que Bruxelles ou Strasbourg. Je suis méditerranéen, j'ai absolument rien contre les Scandinaves. Mais voilà, les cultures se chevauchent. La Méditerranée, comme entité culturelle, a autant de légitimité que l'Europe jusqu'aux pays baltes. Bon, voilà. Alors, en revanche, c'est une construction. La construction, elle est devant nous. Et pour créer cette culture commune, il y a des éléments, j'en suis d'accord, il faut les faire vivre. Mais il faut aussi des solidarités sociales.
Il faut que l'Europe apporte quelque chose et non pas la mise en concurrence de tous contre tous, le jeu des inégalités, le dumping fiscal qui permet les délocalisations dont on parle. Pour 70% d'entre elles sont intra-européennes. Les usines se reportent effectivement vers les confins de la Pologne. Si demain les droits sociaux polonais sont alignés sur les droits sociaux français, ils passeront la frontière vers la Biélorussie. Donc c'est créer un espace social qui n'existe pas aujourd'hui. Et la culture n'ira pas sans cet espace social-là. C'est tout à fait important, je suis d'accord. Mais il n'y aura pas non plus d'Europe culturelle sans ces solidarités sociales. Il n'y aura sociales. pas d'Europe culturelle. La culture, c'est d'abord un héritage. Donc, de toute façon, il faut toujours penser que l'Europe, c'est le vieux continent. Elle est derrière nous autant qu'elle est devant nous. Nous sommes en posture d'innovateur, nous sommes en position d'héritier. L'innovation perpétuelle, ça mène justement à cette langue bureaucratique infernale sous laquelle nous vivons. Je crois que nous ne devons pas oublier, c'était d'ailleurs la grande leçon des gens, des dissidents, des écrivains d'Europe centrale, nous sommes aussi des héritiers, nous sommes comptables d'un héritage. C'est l'Europe. L'héritage, c'est ce qu'en feront les héritiers, comme disait Derrida. C'est pas quelque chose qu'on met en banque. Hein. Et puis surtout, cet héritage a correspondu à une époque de l'économie européenne, où l'économie était encore fractionnée en économie nationale. Hein. Et actuellement, derrière le discours que vous tenez sur la culture européenne et notre identité, vous oubliez que l'essence, je dis bien, de la construction européenne, dans sa finalité, dans ses moyens et dans son origine, et ça date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est une essence qui est de nature économique. Hein. Et si l'on prend acte de ce que c'est l'économie qui décide de tout aujourd'hui, non seulement en Europe, mais dans le monde entier, on s'aperçoit que le discours sur la culture, c'est un discours de réaction que je salue et que j'aime bien à titre personnel, hein, mais que malheureusement, il est battu en brèche par le poids de l'économie sur l'ensemble des activités humaines. Alors, j'ai rien contre l'économie, mais j'ai tout contre l'économisme. Oui. Et l'Europe, en présence de laquelle nous sommes, c'est une Europe économiste. Et je rappelle simplement que si, par malheur, l'ancien traité était passé, mais le nouveau est du même tonneau. Hein. Si l'ancien traité était passé, on inscrivait définitivement dans le marbre le principe d'une économie fondée sur la propriété privée, hein, la libre circulation des marchés et la libre concurrence, libre et non. Ce qui veut dire, je vous interromps malheureusement, mais on continuera. On a encore plus d'une heure après. C'était une bonne introduction à tous les débats qu'on va avoir après le Soir 3, présenté par Marie Drucker, qui vient de faire son entrée. Avec deux invités ce soir, avec Fabrice Deslois, l'ex-mari d'Ingrid Betancourt. Nous allons évoquer la nouvelle de la soirée, bien entendu, la libération imminente de 3 otages détenus en Colombie par les FARC. Ce sont ces rebelles qui l'ont annoncé eux-mêmes en début de soirée. Et puis avec Jean-Marc Ayrault, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, nous parlerons du début aujourd'hui de l'examen du projet de loi par les députés du projet de loi sur le pouvoir d'achat. Quant à nous, on reviendra sur l'élection présidentielle, sur le désarroi de la gauche, sur l'identité qu'on pourrait ajouter après liberté, égalité. Maintenant, pourrait-on écrire identité sur le fronton des mairies? On reviendra sur les rapports entre le Nord et le Sud, sur l'immigration, sur le terrorisme. On reviendra sur toute l'année 2007 après le Soir 3 de Marie Drucker. Bonsoir à tous, vous n'étiez peut-être pas là au début de cette émission. Je vous représente donc rapidement mes invités. Ils sont tous les 4 philosophes. Marcel Gaucher, vous enseignez à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Le Débat. Et vous venez de faire paraître les 2 premiers tomes de l'avènement de la démocratie. Le premier s'intitule La Révolution moderne. Le second, La crise du libéralisme. Alain Finkielkraut, vous enseignez à l'école Polytechnique. Vous animez Réplique, une émission hebdomadaire sur France Culture depuis plus
plus de 20 ans. Et La querelle de l'école, le dernier livre qui est paru sous votre direction, d'ailleurs, est une retranscription d'un certain nombre de conversations, de débats qui ont eu lieu dans cette émission. Yvon Quignoux, vous avez cessé d'enseigner au lycée, en classe préparatoire aux grandes écoles à La Roche-sur-Yon. Vous êtes toujours membre de la rédaction d'Actuel Marx. Aujourd'hui, vous vous consacrez uniquement à votre travail intellectuel. Votre dernier livre est un livre sur Karl Marx dans la collection Idées reçues. Enfin, Daniel Ben Saïd, vous enseignez-vous à l'université Paris 8. Vous êtes membre de la Ligue communiste révolutionnaire et vous publiez 2 livres en janvier. Le premier, c'est Éloge de la politique profane. Le second s'intitule Un nouveau théologien, Bernard-Henri Lévy. C'est un pamphlet contre les idées de Bernard-Henri Lévy, comme vous l'avez précisé tout à l'heure. Alors, attaquons tout de suite les événements qui ont marqué cette année 2007 et essayons d'en tirer les leçons pour l'avenir. Le premier, évidemment, que tout le monde a remarqué, c'est l'élection de Nicolas Sarkozy à la présidence de la République. Quelques images pour ceux qui n'étaient pas là à cette époque, au cas où il y en aurait eu. Voici le résultat de notre estimation Ipsos Del. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Résultat salué par une ovation de ses supporters salgarous. Mes chers amis, mes chers amis, ce soir, c'est la victoire de la France. Il n'y a qu'une seule France. À compter de ce jour et pour la durée de votre mandat, vous incarnez la France, symbolisez la République et représentez l'ensemble des Français. Je souhaite que la France, sous votre impulsion, se rassemble autour des valeurs républicaines de liberté, d'égalité et de fraternité. Alors 6 mois plus tard, comment pensez-vous cet événement ? Alors, je veux bien lancer le débat sur Sarkozy lui-même. Bon, c'est une victoire incontestable de Sarkozy. C'est un homme qui est bourré de talent, donc on ne va pas en parler. Il en fait peut-être un peu trop d'ailleurs, hein, parce que trop de talent nuit au talent, peut-être parfois, surtout en communication. Hein. Mais ce qui me paraît surtout important de dire, c'est que par-delà ce talent, c'est d'abord un démagogue. C'est-à-dire que sa victoire a été construite, si vous voulez, en surfant sur l'opinion, en allant de l'extrême droite à une partie de la gauche, parce qu'il a mis en avant des thématiques assez contradictoires. Hein. D'un côté la nation, de l'autre côté le pouvoir d'achat, par exemple. Hein. C'était de la démagogie parce qu'il ne peut pas satisfaire simultanément toutes ces revendications. Mais surtout, par-delà la démagogie, moi c'est ça qui me paraît grave, vous voyez, et je suis un peu surpris, stupéfait même, dans mon histoire personnelle de citoyen et d'intellectuel engagé, c'est de voir à quel point nous avons devant nous un président de droite. C'est quelqu'un qui, idéologiquement, est fondamentalement de droite, voire parfois sous l'extrême droite, et tout particulièrement dans le domaine de l'économie, hein, parce que si l'on veut trouver une cohérence, si vous voulez, à son programme, celle-ci a été donnée, je dirais involontairement, par David Kessler, qui a été l'ancien conseiller du MEDEF, vous savez, et dans un article de la revue Phalange, face aux gens qui disaient « mais où ça va toutes ces réformes ?» David Kessler a dit une chose tout à fait étonnante et très juste, c'est le programme du Conseil national de la résistance qui est défait systématiquement dans tous les domaines. Et de mon point de vue à moi, et je le dis sans polémique inutile, hein, mais par conviction profonde, on est en train d'assister à une espèce de recul politique de civilisation de 50 ans sous l'un en arrière. Alors ça, c'est Sarkozy. Et deuxième volet de mon analyse, si vous permettez, parce que là c'est tout aussi important, c'est ce qui s'est passé à gauche. Alors, il y a... Après. Oui, alors, tout va s'enchaîner, je vous rassure. Hein, voilà. Et encore, simplement ce que je veux dire, c'est que prenez par exemple, c'est sa politique économique hein, dont je parle essentiellement, prenez ce qu'on a appelé le paquet fiscal, mais qui est un vrai paquet fiscal, prenez le creusement actuel des inégalités, prenez aussi, si vous voulez, cette espèce d'obsession de la consommation. Alors là, vraiment, vous voyez, je suis en colère sur un plan qui n'est pas simplement moral, mais qui est éthique, si vous voulez. Hein. Cette espèce de mise en avant de la consommation et de l'enrichissement personnel qui se traduit chez lui par des comportements de richicisme, d'ailleurs. Hein. Mais c'est un appel à l'enrichissement, et avec, en plus, si vous voulez, au niveau intellectuel, il faut le dire aussi, une manière, par exemple, de valoriser le travail
qui me paraît, à travailler plus pour gagner plus, ça me paraît relever d'une réflexion philosophique, tout à fait indigne, parce qu'on est à l'heure, je termine, on est à l'heure où il ne faut pas travailler plus pour gagner plus. On a les moyens de travailler moins, en gagnant tout autant, et surtout de vivre mieux, en travaillant moins, Et dernière chose, qui me paraît, importante, ce à quoi aussi on assiste, si vous voulez, c'est un alignement au niveau de la politique étrangère sur Bush, une espèce de réaméricanisation de la politique, et une espèce de manière, de couper le fil qui reliait la France à une espèce de tradition gaulliste. Voilà. Alain Finkielkraut. Non, mais je voudrais d'abord faire une analyse de cette élection. Pourquoi, selon moi, Sarkozy a-t-il été élu? Ensuite, je dirais éventuellement dans le cours du débat mon opinion. Il ne s'agit pas pour moi de défendre Sarkozy face à l'attaque dont il vient d'être l'objet. Je crois cependant qu'il n'a pas été élu en tant que candidat de la droite. Il a été élu parce qu'il était, ou parce qu'on l'a pris, pour le candidat de la volonté. Plusieurs mandats successifs... Volonté de droite. Mais non, écoutez, laissez-moi terminer. Les mandats de Mitterrand, le dernier mandat de Mitterrand et les deux mandats du président Chirac, c'était deux mandats de présidence au fil de l'eau. Accompagnement des processus, gestion des conséquences, fatalisme généralisé. Il n'y a rien à faire, on ne peut rien faire. Sarkozy a dit si, la politique peut faire quelque chose, c'est-à-dire non pas la politique c'est le destin, il n'y a pas de destin parce qu'il y a la politique. Il n'a pas été élu parce qu'il allait libéraliser encore l'économie, il a été élu parce qu'il a pu se vanter d'avoir sauvé, par une politique volontariste, Alstom. Premier point qui donne un sens à cette élection. Deuxièmement, il a voulu en effet renationaliser la société française. Il a dit que la société française ne doit pas devenir une société multiculturelle, un agrégat de communautés et de grognes. Non, c'est une nation, elle doit se concevoir comme une communauté nationale. La nation n'est pas un thème de droite, ni a fortiori d'extrême droite. Troisième chose, je crois qu'il a été élu comme le candidat de la rupture. Pourquoi? Parce que c'était la rupture, non pas tant avec, au moins autant avec l'héritage du président, qu'avec l'héritage de Jospin, et notamment les 35 heures qui ont été effectivement, qui ont eu pour conséquence une atonie des négociations salariales, une atonie totale des négociations salariales. Donc il a été aussi élu en tant que candidat du pouvoir d'achat. Dernière chose, qui en a fait un candidat populaire, il a dit il n'y a pas de sentiment d'insécurité, il y a une insécurité. Et il l'a dit à qui? Il l'a dit non pas, il l'a dit aux bourgeois, parce que la situation de la France actuelle, ce ne sont pas les classes dirigeantes qui ont peur des classes dangereuses, ce sont les bobos qui font l'éloge des émeutes en banlieue, alors que ce sont les classes populaires qui sont les premières exposées aux incivilités, au bruit, à l'insécurité. Et Sarkozy l'a dit, et ça a été une raison fondamentale de son élection. Dernière chose, et là la culture, le terrain de la culture à l'école a été abandonné par la gauche depuis les IUFM jusqu'à aujourd'hui, les instituts universitaires de formatage des maîtres jusqu'à aujourd'hui. Il a voulu remettre la culture à l'école. Et tout le monde se souvient de son discours où il parlait de la lettre à Jules Ferry adressée à Monsieur l'instituteur, et il demandait que nous nous arrêtions à cette adresse, Monsieur l'instituteur. Mais là, évidemment, le bât blesse, ainsi que en beaucoup d'autres choses. Comment un homme qui met une telle constance dans le mauvais goût, qui lorsqu'on lui parle musique répond Michel Polnareff, et quand on lui parle loisir répond Euro Disney, comment un tel homme peut-il vouloir réellement incarner et défendre la culture? J'ai des doutes singuliers à cet égard, ainsi peut-être que dans les autres domaines, mais je refuse l'idée selon laquelle c'est la réaction à travers lui qui a été élue. Ce n'est pas la raison de son succès, elle est autrement profonde. Alors Daniel Ben Saïd, on reviendra sur toutes ces questions, puisqu'on va aborder les problèmes de culture, d'immigration, etc. Il y a un élément de vrai, c'est que par rapport...
mais qui correspond d'ailleurs à un mouvement beaucoup plus général. C'est que le moment de l'euphorie libérale, ce qui nous amènerait à discuter éventuellement, vous parlez de la crise du libéralisme à la fin du 19e, début du 20e siècle. C'est dans l'avènement de la démocratie, mais Marcel Gauchet. Disons qu'il y a eu une embellie du discours libéral du fait de l'expérience du XXe siècle, de l'effondrement des régimes autoritaires, etc. Mais ça n'a pas duré longtemps. Et l'idée qu'effectivement la société pouvait être régulée par des automatismes marchands ou que la société civile se suffirait elle-même a créé une telle situation finalement de laisser aller que la question politique et le besoin de politique est revenu en force. Sarkozy s'est emparé de ça comme discours effectivement volontariste, autant que politique, et qu'il a pris à Le Pen. Parce que le problème, c'est que sous la gauche, ce qui a fait le succès de Le Pen, c'était un des rares à dire croire encore à la politique et à l'action politique. Bien. Mais en même temps, si on regarde après le vrai programme de Sarkozy, c'est la feuille de route du MEDEF. Ni plus ni moins. Enfin, c'est Madame Laurence Parisot qui, à peu près, a tracé le programme. Et il est appliqué. Et il s'agit aujourd'hui de rattraper en France ce qui a été freiné dans les réformes libérales par les grèves de 95, par les grèves de 2003, par le référendum de 2005, par les luttes sur le CPE, et de mettre finalement la France à niveau des réformes, d'où d'ailleurs cette convergence au centre. C'est pour ça que moi j'étais très choqué que des intellectuels, y compris des amis à moi, aient paniqué devant Sarkozy et fait une pétition au premier tour appelant à voter Ségolène Royal, intitulée « Avant qu'il ne soit trop tard ». On avait l'impression qu'on était à la faillite de la marche sur Rome. Non, Sarkozy fait une politique de droite, réellement de droite. Il serait souhaité que la gauche fasse une politique réellement de gauche, au moins les choses seraient claires. Mais il l'a fait, effectivement, dans ce sens-là. Et il peut très bien, aujourd'hui, converger avec Tony Blair, avec Romano Prodi, avec l'agenda 2010 de Gerhard Schröder, aujourd'hui appliqué point par Angela Merkel. Il y a une politique européenne commune là-dessus, des bourgeoisies européennes qui est menée. Et évidemment, qui est une politique qui est de droite, qui est franchement de droite et complètement réactionnaire. Enfin, sur la culture. Toute la social-démocratie européenne, est réactionnaire. Je connais votre souci pour la culture. Mais enfin, écoutez, Sarkozy et la culture, vous l'avez dit vous-même, on est en train de transformer ce pays en principauté de Monaco. Oui, j'ai dit moi-même. À peu près. On est dans le grotesque quotidien. Qui a détruit la culture à l'école? Ce n'est pas la droite. Et ça, on peut en témoigner. Ce n'est pas ma gauche non plus. Oui, mais enfin, donc, de toute façon, on n'était pas obligé, si vous voulez, de le croire. Ce que je pense, c'est qu'il a été élu aussi parce qu'il a dit ces choses. Non, n'allons pas tout de suite sur le thème de l'école, on va le garder pour tout à l'heure. J'aimerais connaître quand même la position sur l'affaire de l'autonomie des universités. Alors, le président Mao, fort oublié aujourd'hui, Marcel Gauchet disait on peut combattre le drapeau rouge au nom du drapeau rouge. Aujourd'hui, on combat l'autonomie imparfaite qui existait de la communauté universitaire, y compris sur les programmes ou la désignation des enseignants, en renforçant un pouvoir discrétionnaire des présidents d'université, y compris sur leur patrimoine immobilier. Imaginez quand même celui qui va gérer le patrimoine immobilier de la Sorbonne par rapport au président de Saint-Denis Paris 8 qui pourra faire des logements sociaux et les vendre à la découpe sur une partie du campus. Et surtout par rapport à ça, c'est également l'éclatement des diplômes nationaux. Mais c'est ça, et donc en fait c'est l'hétéronomie au nom de l'autonomie. L'hétéronomie par rapport au marché, l'hétéronomie par rapport à l'État, au détriment de ce qu'il y avait de peu d'autonomie de la communauté universitaire. J'aimerais qu'on n'ait pas le débat. Des choses à répondre, si on peut ne pas avoir le débat sur l'université ce soir, ça m'arrangerait. Il est important, mais comme on l'a eu déjà il y a quelques jours. Désolé, je m'en excuse. Il est temps de... La parole est à Marcel Gauchet, toujours sur 6 mois après l'événement, l'élection de Nicolas Sarkozy. Je crois que nous sommes assez largement d'accord sur le constat. L'élection de Sarkozy s'explique par son talent à incarner le retour de la politique et de la capacité de choisir politique dans une situation marquée depuis 20 ans. C'est très long. Et dans une période où en plus se jouent des transformations mondiales énormes, où on avait la paralysie de l'État en principe le plus puissant d'Europe, sur le papier des institutions. C'était une situation insupportable. Sarkozy est apparu comme celui qui savait la débloquer.
Ça, c'est son succès. Pour faire quelle politique, ça, c'est un autre problème. Mais il faut mesurer, dans tous les cas, c'est le candidat du rattrapage de toute une série de réformes différées. Comment qu'on les juge, c'est évident. Et c'est, pour beaucoup de Français, le candidat qui remet la France potentiellement dans le peloton de tête de la compétition économique mondiale, parce que c'est la réalité du monde dans lequel nous vivons. Après, on peut juger de cet état du monde, mais on est obligé de tenir compte du fait qu'il y a une règle du jeu que jouent autant et davantage que nous, en effet, les régimes sociodémocrates du nord de l'Europe. Les sociodémocrates, quand même. Des régimes sociodémocrates. Donc parler de réaction me paraît un peu ça, c'est absurde. Le mal français, c'est toujours d'opposer révolution à réaction. Et tout de même, quand Nicolas Il ne faut Sarkozy... pas raisonner dans un cadre franco-français, dans le cas. Absolument. Et quand Nicolas Sarkozy va voir les marins-pêcheurs en pleine grève pour les régimes spéciaux. Et quand écoutez, alors, il fait peut-être du populisme, mais il dit les marins-pêcheurs ne doivent pas mourir. Le libéralisme, ou en tout cas l'économie, les condamne. Il dit, ils font partie de l'identité française, nous devons les aider. Il dit que les régimes spéciaux doivent être alignés sur les autres, et il le fait au nom d'un principe qui n'est pas celui du libéralisme, qui est celui de l'égalité. Et la gauche se met en porte-à-faux avec ses propres principes, puisque précisément, elle en vient à défendre des avantages acquis et donc des inégalités. Et ça, c'est l'une des raisons, pas la seule, de la crise profonde dans laquelle la gauche est plongée. Un dernier élément, tout de même très important, et encore une fois, quoi qu'on pense du contenu de la politique de Sarkozy, il a changé la manière de gouverner. Alors, je ne crois pas qu'on puisse s'enfermer dans des étiquettes faciles comme populisme. Son langage tranche absolument avec la langue de bois effroyable des personnages officiels de la République en France. Sa politique de discussion, d'espèce de dialogue via une communication un peu omniprésente et obsédante, ça c'est sûr, c'est le moins même qu'on puisse dire, néanmoins tranche avec un style autoritaire, hiérarchique, que la gauche a été la première à reconduire. Et de ce point de vue, je pense qu'il représente un âge de la politique, une façon de faire de la politique nouvelle, il faut l'enregistrer. Quand vous dites cela, c'est en partie vrai ce que vous dites, mais vous oubliez l'aspect mensonger du vocabulaire qu'il emploie. Il joue sur les mots. Il joue sur les mots, et je crois qu'Alain Finkielkraut est victime de ce jeu. Quand Sarkozy, par exemple, au nom de, non pas de l'égalité, mais au nom de l'équité, prétend supprimer les régimes spéciaux, en voyant chez ceux qui en bénéficient des privilégiés. Il n'a jamais dit ça. Il y a deux. Non, il n'a pas dit finalement, mais enfin, il le soupçonne. Il le laissait entendre. Il le laissait entendre. Mais enfin, n'empêche que sur des choses réelles. Allez-y. Non, mais je ne m'entraînerai pas. Mais alors, attendez, je termine mon propos, vous permettez. Au nom de l'équité, mais à l'instant même, si vous voulez, où il réclamait l'équité, effectivement, l'alignement de certains qui ont des avantages. Il faut parler d'avantages et pas de privilèges sur ceux qui n'en ont pas. À cet instant même, donc où il paraissait amorcer une espèce de démarche égalitaire, il était en train de creuser en France une inégalité fondamentale entre les salariés et les non-salariés par l'intermédiaire de sa réforme fiscale. Vous voyez, donc il joue sur deux tableaux. Et deuxièmement, moi, il me semble quand même qu'il faut faire très attention parce que, par exemple, je reprends, excusez-moi de m'adresser ici à Alain Finkielkraut, mais il a abordé deux thèmes qui sont essentiels dans l'analyse qu'on peut faire aussi du sarkozysme. C'est son rapport à la nation, d'une part, et son rapport à l'immigration et à la question des banlieues, si vous voulez. Bon, ça vous ennuierait pas de le garder juste pour... Mais la nation, on peut en tout cas en parler, parce que j'apprends, dans la bouche d'Alain Finkielkraut, que Sarkozy serait quelqu'un qui se réclame de la nation et que la nation c'est bien. Alors là, moi je dis tout de suite, Alain Finkielkraut, que contrairement à ce que vous dites, la nation n'est ni de gauche ni de droite, c'est une réalité apparemment qu'il faudrait valoriser. Moi je crois que les nations, à l'échelle de l'histoire, sont destinées à disparaître parce qu'elles ont été faites et elles doivent progressivement se défaire. Mais par contre, ce qui est important, figurez-vous, ce qui est important, c'est de signaler deux choses. C'est qu'à l'instant même où Nicolas Sarkozy se réclamait d'une problématique nationale, il avait en vue de construire une Europe qui dessaisit la France d'une partie de ses pouvoirs.
Il y a donc une contradiction entre le fait de se réclamer idéologiquement de la nation et de construire politiquement une espèce de pouvoir supranational, si vous voulez. Hein. C'est une contradiction. C'est ce que j'appelle, moi, parler de la nation à front renversé. Parce que autant je pense, voyez-vous, il faut se méfier, j'en profite pour vous le dire, des identités collectives, non pas des identités individuelles, c'est très bien, mais des identités collectives et des différences collectives, qu'elles soient nationales ou religieuses, parce que historiquement, elles mènent aux différends. On passe très facilement de ce qui est différent avec un T au différent, à la querelle et au conflit. Et je termine sur ce point-là. Cette question de la nation. Bon, la nation est un fait qui est historique. La nation est apparue, elle peut disparaître, bien sûr. Bon. Mais ce qui est important, c'est pas la nation en tant que réalité sur les ethniques, historiques, linguistiques et tout ce que vous voudrez, avec les fantasmes identitaires, imaginaires que cela génère, et les conflits invraisemblables que cela produit, mon cher Alain Finkielkraut, dans l'ex-Yougoslavie, qui a implosé sur la base de conflits sur les intranationaux ou nationaux internes à la fédération yougoslave. Simplement, ce qui est important, c'est non pas la nation comme fait, vous voyez, en ce sens-là historique, c'est le pouvoir national. Et ce pouvoir national a été historiquement incarné dans ce qu'on appelait les États-nations, qui étaient des espaces de démocratie. Et ces espaces de démocratie, on est en train progressivement de les détruire. Et à l'heure de la mondialisation, on n'a pas trouvé aujourd'hui, vous voyez, de parade à la mondialisation, parce qu'on a précisément fait disparaître, et l'on fait disparaître progressivement, des espaces de pouvoir démocratique que continuaient tant bien que mal à représenter les États-nations. Il y a comme qui dirait une petite contradiction dans votre propos entre la disparition souhaitable de la nation et le fait que c'était ce qui permettait la démocratie. Alors qu'est-ce qui la remplacerait ? Il y a deux concepts différents de la nation. Il y a un concept, disons, ethnologico-anthropologique, comme vous voulez, et il y a un concept politique. Mais oui, non, mais les choses, si, c'est quand même un peu pareil. Le concept politique repose sur la volonté, il repose pas sur la volonté, elle ne naît pas de rien, elle ne naît pas de rien. Il y a eu quelque chose comme une civilisation française dont Aragon a su admirablement parler en 1942 en son temps, c'est-à-dire c'était le temps de l'occupation allemande, c'était le temps de Vichy, c'était le temps où on appelait les Français à la repentance nationale. Et Aragon dit, voilà, nous pouvons célébrer notre propre grandeur, Matisse, grand peintre français. C'est aussi ça la France. Et ce que je pense, moi, c'est qu'on assiste aujourd'hui à un découplage extrêmement dangereux de l'identité et de la nationalité. Parce que les identités, vous vous en méfiez, ce n'est pas vrai. Lorsqu'en France, quelqu'un se réclame d'une identité, si vous voulez, je ne sais pas, sexuelle, ethnique, religieuse, ça va très bien. L'identité juive était très populaire dans les années 80. C'est un peu moins vrai aujourd'hui. Mais enfin, les identités sont populaires en tant que telles. L'identité française, non. Et il y a quelque chose de très grave. Parce que, par exemple, Télérama, c'est un journal tout à fait politiquement correct, très inquiet des démons idéologiques qui pourraient nous assaillir. Il dit donc, c'est quoi la définition être français ? Eh bien, être français, est français celui qui a un passeport français, celui que l'État déclare tel. Il dit, et le journaliste de Télérama dit, c'est une définition terne et pauvre, mais elle est merveilleuse parce qu'elle n'est pas excluante. C'est formidable. C'est-à-dire, la France est un carrefour, la France accueille tout le monde, et pour accueillir tout le monde, il faut absolument n'être rien. Et moi, je vois un grand danger aujourd'hui en France pour ce qu'on appelle le vivre ensemble, dans cette espèce de rencontre entre d'un côté un refus français d'être dans une partie importante de l'élite, et d'un autre côté, un refus d'être français massivement affirmé par des gens qui vivent sur le sol de la France, qui ont un passeport français, mais qui disent l'intégration ne nous regarde pas, la France est une batterie de services et ce n'est rien d'autre. Je pense qu'il faut sortir de là pour sauver ce qui peut être encore sauvé de la civilisation française et pour construire effectivement une véritable communauté politique, une véritable communauté politique. Que Sarkozy puisse incarner cela, je n'en suis en effet pas si sûr, étant donné l'allégeance qui est la sienne aux valeurs du show business. Vous l'admettez, alors, comme j'avais prévu qu'on aborderait la question de la gauche, mais on l'abordera plus tard, parce que vous êtes déjà sur l'identité. Alors, puisqu'on parle de l'identité française, revenons à un des événements de cette année. Ça a été la création de ce ministère de l'identité nationale. On revient là-dessus et on va aborder
aborder la question de l'identité en général, collective ou individuelle. On regarde. L'ami de 30 ans, le fidèle d'entre les fidèles, Brice Hortefeux, prend la tête du très emblématique ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement, la proposition la plus polémique du candidat Sarkozy. Le ministère de Brice Hortefeux n'existait pas, il va devoir le créer de toutes pièces. Il devrait rassembler des compétences jusqu'ici dispersées. Les titres de séjour et la police de l'air et des frontières qui dépendaient de l'intérieur, l'accueil des immigrés et la nationalité pilotée jusqu'alors par la cohésion sociale, les visas et le droit d'asile issus des affaires étrangères, enfin le co-développement qui relevait en partie de la coopération. La feuille de route du nouveau ministre s'inscrit dans la droite ligne de la politique menée par Nicolas Sarkozy à l'intérieur, avec des objectifs clairement affichés, une immigration choisie encadrée par des plafonds annuels, des régularisations au cas par cas, un durcissement des règles du regroupement familial et des reconduites à la frontière renforcées. À 49 ans, cet homme discret fera donc ce qu'il a toujours fait, servir Nicolas Sarkozy. Alors la question que j'ai envie de vous poser, c'est les identités. L'identité revendiquée aujourd'hui par les individus menace-t-elle l'identité nationale ? Et qu'est-ce qui nous menace, nous les individus, pour qu'on revendique aujourd'hui une identité, qu'elle soit culturelle, religieuse, traditionnelle ? Daniel Ben Saïd. Non, mais le problème, tout d'abord, il y a des formes... Identité, j'aime pas le terme, hein, ça sent la carte d'identité, le contrôle, les empreintes digitales, etc. Mais vous savez bien que ça ne veut plus dire ça aujourd'hui. Non, mais bon, par exemple, quelqu'un comme Robert Castel parle d'affiliation et de désaffiliation. Il y a des tas de formes d'affiliation sociale, familiale, nationale, de classe, il ne faut pas les oublier. Et ces formes d'affiliation sont toutes ébranlées pour des tas de raisons. Bon, l'affiliation familiale, parce que la famille se transforme, et vous avez les familles monoparentales, etc. L'affiliation nationale, parce que la nation ne disparaît pas. Peut-être elle disparaîtra un jour. Mais aujourd'hui, on ne peut pas dire, par exemple, on ne peut pas dire, et je ne fais pas du Finkielkraut, qu'il y a un peuple européen. Qu'est-ce qui définit un peuple européen ? La langue, une communauté culturelle, encore une fois, il y a des chevauchements. En revanche, il peut y avoir un peuple européen qui soit un peuple de peuples. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, c'est une construction politique, historique, ça suppose des expériences communes, mais c'est une des raisons pour lesquelles la nation telle qu'elle a été, et elle a eu des moments effectivement positifs, dire, moi je me serais senti français, du moins je le pense et je l'imagine sous l'occupation allemande, bon, quand c'est pour finalement créer un ministère de l'identité nationale et enchaîner avec l'ADN, ce genre de nationalisme-là ne me plaît pas du tout. Et ce n'est pas que de la nationalité. De la même manière, les affiliations de classe sont affaiblies aujourd'hui. Il y a eu une période où on était fiers d'être ouvriers. Dans les années tapis, dans les années 80, ce n'était plus le cas. Bon, mais ce n'est pas quelque chose qui est définitif. Ça peut se réaffirmer à travers des luttes, à travers des cultures, à travers des expériences. Et on est tous dans des sociétés modernes complexes, comme on le dit, puisque la complexité est au goût du jour. On est tous une mosaïque, quand même, de détermination. Je suis enseignant, je suis d'une certaine gauche radicale, disons, on en parlera tout à l'heure, etc. Mais j'ai une origine juive séfarade, qui n'est pas la même qu'un juif ashkénaze. Je suis occitan parce que toulousain, et j'aime le rugby, etc. Bon, toutes ces références-là se combinent comme une mosaïque avec des intensités particulières selon les moments où l'on vit. Il y a des moments où telle ou telle détermination pèse plus qu'une autre. Mais il y a celle qu'on choisit. Il y a celle qu'on décide de mettre en avant. Et pour moi, ce qui permet de construire des solidarités, c'est encore la référence de classe. Elle n'est pas exclusive de la référence nationale, ça dépend des moments historiques. Mais elle a un point que n'ont pas les autres formes d'affiliation, c'est que si on se situe du point de vue de classe, du point de vue de ceux qui sont opprimés, exploités, il y a toujours un autre soi-même, de l'autre côté de la frontière, de l'autre côté du clocher, par-delà les religions ou par-delà les nations. Et créer de l'universel, pour moi, le vecteur de l'universalité, il est dans ces solidarités-là, qui n'abolissent pas d'autres formes d'affiliation, qui peuvent les combiner. Et l'internationalisme n'était pas une négation des nations. C'était un mouvement de dépassement, effectivement, des nations, mais non pas par leur dissolution, soit dans l'humanité majuscule, qui est une abstraction,
soit dans le cosmopolitisme marchand. Cela dit, on peut dire que votre solidarité de classe, Daniel Ben Saïd, on pourrait lui préférer une solidarité religieuse, qui elle aussi est transnationale. Mais il y a des vases communicants. Il y a des vases communicants. Ou une solidarité culturelle. C'est pas par hasard. Là où s'affaissent les références de classe et de nation, je dis de nation parce que dans les pays du Maghreb ou du monde arabe où les États nationaux issus de la décolonisation et du découpage ont avorté, évidemment, on cherche un espace, c'est pas seulement une affiliation identitaire généalogique, c'est des espaces de vie et de politique. Bon, et l'espace de l'Oumma, par exemple, de la communauté des croyants, à partir du moment où les espaces nationaux s'affaissent, peut être une référence de substitution. Mais de la même manière, si on veut pas, si on prétend dissoudre les références de classe, on aura des tribus, des foules, de ce qui a été pour Hannah Arendt ou Benjamin, les ingrédients même du fascisme inorganique. On n'a pas entendu Marcel Gauchet, mais allez-y, je ne suis pas favorable à cet intitulé. On n'intitule pas un ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Cet intitulé est, Marcel Gauchet a raison, grotesque. Reste le problème, reste le discours. On entend dire depuis un certain temps, à gauche, et disons dans toutes les parties de la gauche, dans toutes ses composantes, l'immigration est une chance pour la France. Et moi, je voudrais dire autre chose. Je dis, l'immigration n'est une chance pour la France que si les immigrés vivent la France comme une chance pour eux. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi vrai aujourd'hui qu'hier. Je dis, il y a une composante dans l'immigration, ou parmi les enfants nés de l'immigration, très hostile à la France en tant que telle, et non pas simplement à la France dans ce qu'elle a d'horriblement exploiteur, à la France dans ce qu'elle a justement de mieux. C'est-à-dire, quand on brûle des services publics, on brûle des services publics. Quand on brûle des écoles, c'est pas parce qu'on veut plus d'écoles, c'est parce qu'on n'aime pas les écoles. Quand on brûle des bibliothèques, quand on incendie des bibliothèques, c'est qu'on en veut aux livres. Et cela doit être pris en compte. On ne va pas chercher des causes qui vont effacer la chose même. Et on le voit avec la question du voile islamique, et on le voit avec la question du rapport entre les jeunes gens et les jeunes filles dans les cités en France aujourd'hui. Il y a une brutalisation des rapports qui est extrêmement inquiétante, et que la France doit être capable de regarder en face pour affirmer ces règles. Autrement dit, moi je ne veux pas de ministère de ceci, de ministère de cela, je veux qu'on redise ce que sont les lois de l'hospitalité. Voilà. Et les lois de l'hospitalité peuvent être transgressées d'un côté comme de l'autre. Je donne la parole à Marcel Gauchet qu'on n'a pas entendu. L'idée de faire de l'identité nationale une matière ministérielle est surréaliste. Je pense que ça rentrera dans les pages curieuses de l'histoire de ce pays. En fait, on cherchait quoi faire pour faire un grand ministère. On a rajouté à la pompe à vélo quelques notions. C'est grotesque significatif. Mais oui, mais bien sûr. En tout cas, de notre obsession de l'identité, dont je parlais tout à l'heure. D'où vient cette obsession de l'identité? Je crois c'est très simple à comprendre, en fait. Dans un monde ouvert, on a affaire à un univers de comparaison permanente entre tout le monde et tout le monde, à une très grande échelle. Donc, la découverte des identités est comparative. Quand on vivait dans des mondes clos, très fermés sur eux-mêmes, on ne savait, il y avait les autres et puis nous. Il n'y avait pas de problème d'identité. L'identité, c'est l'opérateur qui permet de fonctionner dans un monde extrêmement divers, extrêmement hétérogène, avec lequel on est en relation tout le temps. Et l'identité nationale, en effet, n'est qu'une identité parmi d'autres. C'est une identité forte. Pourquoi ? Parce que c'est tout simplement l'héritage de l'histoire qui nous a fait. Une dimension que notre monde tend à oublier. Nous avons été façonnés
par un passé très lourd. Il n'est d'ailleurs que d'entendre une discussion comme la nôtre pour, quand on a un peu une oreille historienne, mesurer tout le poids de références très spécifiquement françaises qui viennent de notre histoire marquée par la Révolution, la République, la Résistance, les grands épisodes de cette histoire, qui parlent dans chacun de nos mots. Ils sont là, présents derrière nous, que nous le sachions ou non. Simplement, la nation, l'État-nation, dans sa forme classique, ajoute à cette identité héritée un pouvoir. Et une volonté. C'est quelque chose. L'identité est quelque chose sur quoi nous décidons. Nous choisissons, et bien sûr, nous choisissons de la transformer. Alors que l'identité religieuse, on peut dire certes, chaque fidèle participe à sa façon d'une redéfinition de sa foi et de sa confession, mais il n'a pas de pouvoir dessus. L'identité familiale, c'est ce qu'on a hérité. L'identité religieuse, on peut dire qu'on a de plus en plus d'affiliation à des religions, ou en tout cas on retrouve des religions que nos parents parfois avaient abandonnées. Bien entendu, il y a des choix. Mais on n'a pas de pouvoir sur cette identité, alors que l'identité nationale, c'est le croisement de l'héritage historique et du pouvoir politique. C'est l'identité à laquelle on peut vouloir opérer des transformations significatives dans un cadre de décision commune. C'est ce qui lui donne un poids tout à fait stratégique. Mais c'est cet élément de communauté, de projet qu'il faut privilégier, et non pas le déterminisme d'un passé qui est là, mais qui n'est là que pour être médité et changé. Oui, c'est le problème. Vous disiez tout à l'heure, j'ai l'impression que vous êtes très inquiet et à la limite paniqué parfois. On a l'impression qu'on est menacé par une immigration qui serait porteuse d'une hostilité profonde, etc. Le problème, il y a des problèmes. Mais les problèmes, ils sont d'abord dans la société française. Vous disiez tout à l'heure, finalement, les immigrations précédentes ont été peut-être plus heureuses qu'aujourd'hui. Plus heureuses, enfin, elles ont eu leurs difficultés. Si on relit les Javanais, etc., ça a été des moments difficiles. Absolument. Mais qui ont trouvé justement dans des expériences historiques communes. Ce qui fait finalement que l'immigré polonais, l'immigré italien, ait pu trouver sa place. C'est des expériences fondatrices communes. C'est notamment la résistance, effectivement. Bon, alors, par rapport à ça, aujourd'hui, le problème, il est dans la société française. C'est qu'on est dans une société dynamique et en expansion. C'est une société où 50% des gens interrogés disent qu'on vivra plus mal demain qu'aujourd'hui, les générations de plus durement, où vous avez 7 millions de travailleurs pauvres, et où vous avez une quadruple ségrégation. C'est pour ça que je suis choqué quand même par vos propos sur les banlieues. Oui, parce que la violence en question, je suis d'accord, je ne justifie pas l'injustifiable, aller brûler une école ou une crèche, etc. Mais ce qui m'inquiète là-dedans, en 61, on essayait de brûler la bourse des valeurs, ce qui était une bonne idée. Mais aujourd'hui, c'est une violence qui a des côtés autophages et autodestructeurs. Pourquoi ? Parce qu'on ne vit plus dans le même espace. J'enseigne à une fac qui est une fac du 9-3, comme on dit. Bon, les jeunes qui vivent autour, Paris, pour eux, est une ville étrangère et hostile. Et finalement, au lieu de porter le conflit, ils vivent dans un espace imaginaire qui n'est pas l'espace de la nation, parce que finalement, ils sont dans leur ghetto de cité, un ghetto racial, scolaire, spatial. Mais je ne justifie pas, j'essaie d'expliquer. Et à partir de là, ils ont des espaces imaginaires, qui est l'espace du quartier, la cité, du groupe, voire effectivement de l'origine, même du pays qu'ils ne connaîtront jamais, et d'où viennent les parents, voire de la Palestine, effectivement, qui peut être une symbolique imaginaire. Mais ce problème-là, Alain Finkielkraut, il est à traiter du point de vue de la société française. Absolument. Oui, tout à fait. Répondez à Alain Finkielkraut, après ils vont répondre d'abord. Je voudrais répondre sur plusieurs points. Je m'insurge contre le terme de ghetto comme s'il y avait la décision des pouvoirs publics d'isoler, de discriminer une population ethniquement homogène. Ghetto de fait, allez, je vous Ghetto le de conseille. fait, mais justement, qu'est-ce qui les a constitués ? Émeute de Villiers-le-Bel. Quelques jours après les émeutes, un journaliste du Monde va
à Villiers-le-Bel, il rencontre un homme originaire du Bénin qui a obtenu la nationalité française il y a peu. Il a quitté la cité de Villiers-le-Bel pour s'installer à proximité dans des HLM, dans des petits HLM. Il dit: ma vie a changé complètement. Il est béninois. Elle a changé complètement. Pourquoi? Parce que il travaille dans une société de gardiennage et dans 2 sociétés de gardiennage, il avait donc besoin de faire un somme dans la journée. C'était rendu complètement impossible par les jeunes de la cité à cause de leur moto et de l'exercice de wheeling qu'ils font, rouler sur une roue. Il disait que aussi, quand il rentrait dans le hall, il devait baisser les yeux devant ces jeunes et surtout veiller à ne pas être trop bien habillé parce qu'il n'aimait pas ça. Et il disait: je n'en pouvais plus, je suis parti. Et il ajoutait que nul n'osait leur faire la loi dans la cité. Et comme il vient du Bénin, son diagnostic à lui, c'est: ils sont gâtés, ils sont gavés. Ce que je dis, moi, c'est que les gens s'en vont dès qu'ils le peuvent de ces endroits-là, précisément parce que on leur y fait une vie invivable. Alors je ne vais pas moi-même stigmatiser ces jeunes, je vais dire que ce n'est pas simplement en ajoutant de l'argent qu'on résoudra le problème, mais en tout cas, pourrait-on regarder la réalité en face, et puisqu'il manque de repères, leur en donner des repères. Vous savez, le père de Camus disait, il avait fait la guerre au Maroc, et puis il avait vu un soldat horriblement mutilé, il avait été absolument écœuré, il avait eu cette phrase dont Camus a fait finalement l'essentiel de sa philosophie. Il a été ainsi l'héritier de son père, parce que l'héritage ça compte. Un homme, ça s'empêche. Hein, il dit, c'est ça la définition de l'humain. Un homme, ça s'empêche. Cette définition doit valoir partout. Elle doit pouvoir être redite partout. Et elle n'est pas dite puisque fonctionne sans cesse une logique de la ségrégation, etc., qui met la responsabilité exclusivement sur l'État, alors qu'en l'occurrence, il n'est absolument pas en cause. Quant à la question de la civilisation, là, je pense en effet que nous sommes engagés, c'est mon inquiétude, dans un processus de décivilisation où notre société a sa responsabilité. Une professeure, il y a 2 ans, à Étampes, s'est fait poignarder. Ce coup de poignard est un phénomène isolé, il n'est pas représentatif. Reste qu'elle était persécutée par les élèves qui se moquaient d'elle parce qu'elle gagnait 1500 € par mois. Dans les cités, où les dealers, il faut quand même le savoir, gagnent beaucoup plus. Et c'est beaucoup plus intéressant de faire du deal que d'aller en apprentissage ou de faire des études. Mais nous vivons aussi dans une société, vous l'avez dit, consumériste, qui met ses valeurs matérielles au pinacle et à ce moment-là, elle participe à cette décivilisation. Et cette décivilisation a lieu et nous devons la constater. Alors, sur le fond, quand même, pour revenir à la double question qui est la vôtre, de l'identité, et sur un plan un peu plus abstrait, si vous voulez. Il faut bien distinguer, je reviens sur ce point mais je développe davantage, la question de l'identité personnelle et la question de l'identité collective. La question de l'identité personnelle ne pose pas problème. L'idée qu'un individu doive avoir une identité, recherche une identité, s'efforce de satisfaire son identité, quelle que soit la définition qu'on en donne, ça c'est une idée fondamentale. Et moi je la définirais d'une manière très simple, si vous voulez. Hein. Je pense que la recherche de l'identité passe tout simplement et très banalement par l'actualisation des capacités et des besoins d'un individu, étant admis que les capacités et les besoins dépendent d'une société donnée et qu'ils évoluent à travers le temps. Mais un individu qui a une identité, c'est quelqu'un qui se satisfait de voir ses potentialités satisfaites dans la vie qu'il mène. Là, il n'y a pas de problème et ça ne crée pas de différend ou de conflit. Un vivre ensemble peut très bien être le vivre ensemble de plusieurs individualités qui satisfont leur identité. Ce qui est beaucoup plus rare, vous voyez, c'est la question des identités collectives, avec le risque que ces identités collectives, qu'elles soient nationales, qu'elles soient raciales, hein, ou qu'elles soient bien entendu religieuses, ne se ferment sur elles-mêmes et deviennent des principes d'enfermement. Bon. Et alors, à ce niveau-là, moi je vous dis tout de suite qu'en tant qu'homme de progrès et en tant que marxiste, puisque je me réclame de Marx, mais je ne me réclame pas que de Marx, je me situe aussi dans le sillage de la philosophie des Lumières, figurez-vous. Et la philosophie des Lumières était habitée par un idéal d'homme universel. Cet idéal d'homme universel, vous le retrouvez chez Marx. Et là, je ne serais pas tout à fait d'accord avec quelqu'un comme Daniel Ben Saïd, parce que l'identité de classe chez Marx, dans la perspective de l'avenir qu'il voulait construire, c'était
l'identité prolétarienne, c'était une identité qui était censée se dissoudre dans l'humanité tout entière. Elle était même, Marx disait que le prolétaire, c'est l'homme qui n'a pas d'identité et qui va retrouver son identité dans une société à venir. Et dans la perspective de Marx, il s'agissait bien de construire, si vous voulez, une société monde. Bon, Marx est le grand penseur de la mondialisation. Il a prévu cette mondialisation. Elle était simplement amorcée au XIXe siècle. Et la mondialisation, qui pour lui était la condition d'une perspective communiste. Il le dit très clairement dans l'idéologie allemande. Il ne peut y avoir de révolution communiste qu'à l'échelle du monde. Cette mondialisation impliquait à terme, je m'excuse de le dire aussi clairement, quand même le dépassement des enfermements nationaux. Et par ailleurs, dernière chose que je voudrais dire, sur la question, cette fois-ci, de la nation, de l'identité nationale, et du risque alors qu'elle traite l'autre comme celui qu'on va exclure. Bon, la nation a donné historiquement, je m'excuse, le nationalisme. Bon, elle peut être aussi au principe d'un internationalisme, mais elle a aussi le... Et il se trouve que, pour revenir à la question de l'immigration, on est quand même au cœur de nos problèmes. Des choses pas très plaisantes et ça le définit pas. D'accord, mais l'immigration, prenons le thème de l'immigration, les nationaux, et a fortiori les nationalistes comme Le Pen, vont bien entendu faire de l'immigration un problème. Bon alors, Finkielkraut en a vaguement parlé. Moi je dirais très franchement que l'immigration n'est pas un problème en soi. L'immigration n'est un problème que pour autant qu'il devient un problème social, c'est pas un problème d'étrangers qu'on accueille en France, c'est un problème social, et l'immigration ne pose problème que pour autant que nous n'avons pas la capacité pour l'instant, ou que nous ne mettons pas en œuvre, la capacité d'accueillir socialement les immigrés. Et ces immigrés, si vous voulez, ces immigrés dont Alain Finkielkraut il les part parfois de défauts, alors ils s'en prennent aux biens publics, bon, ils cassent des bagnoles, je parle pas des ils parlent immigrés, mal, je etc. décris un certain nombre d'émeutes. Ces immigrés, d'abord, la révolte des banlieues n'est pas qu'une révolte d'immigrés, c'est une révolte beaucoup plus large. Bon, parmi ces immigrés, c'est multi-religieux. Il n'y a pas qu'une seule religion comme l'islam, si vous voulez. Mais il y a aussi tout simplement des Français des banlieues. Et ce qui se trouve derrière cette révolte, vous voyez, contrairement à ce qui a pu être dit en disant que on a parfois mis l'accent sur la couleur de la peau. On a aussi parfois, je vous signale, mis l'accent sur le référent religieux, sur l'islam, et l'islamisation des banlieues. Alors, je ne dis pas que le référent religieux ne joue pas un rôle, comme il en joue un rôle, si vous voulez, dans le terrorisme, on en reparlera, si vous voulez, si ça vient dans le débat. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que la population immigrée qui se révolte est simplement un concentré des problèmes sociaux de la France. Voire du monde. Puisque c'est les rapports nord-sud. J'écoute victimes sociales qui se révoltent et non pas en tant qu'immigrés dotés d'une identité corporelle, raciale ou religieuse. Je m'excuse, c'est comme ça qu'il faut voir les choses. D'abord, plusieurs choses. Une chose pour répondre à Marcel Gauchet et éventuellement à Daniel Ben Saïd. Il y a une dimension que je voudrais réintroduire qui est celle du tragique. Vous dites... Le passé ne doit pas peser sur nous comme un déterminisme. Une identité se constitue à travers un projet politique. C'est vrai. Mais le passé ne pèse pas. Le passé peut être léger, le passé peut disparaître. Et nous pouvons voir, si vous voulez, ce qu'il y a de meilleur se défaire. L'histoire existe, mais elle n'est pas une garantie. C'est-à-dire, la langue vit, disent les linguistes. Oui, d'accord. Mais elle peut vivre en s'appauvrissant. Il y a des mots qui sont des serial killers. Vous dites trop tout le temps à propos de n'importe quoi. Ah, lui, il est trop, elle est trop, elle est trop. Pensez à tous les mots que le trop remplace. Il les a tués. Donc la langue peut vivre en se rabougrissant. De même, il y a en France une merveilleuse diversité des métiers. Il y avait. Et cette diversité des métiers, la mondialisation, va-t-elle la laisser vivre? Une mondialisation qui n'est pas d'ailleurs qu'américaine, mais qui est aussi chinoise. Et là, nous avons une responsabilité. Nous sommes comptables de cet héritage. Il ne pèse pas sur nous, il est menacé de disparaître. Donc nous devons tout faire pour le préserver et pour l'améliorer. Mais s'il disparaît, nous risquons bien, quelque chose d'essentiel risque de disparaître avec lui. Et les problèmes sociaux dont vous parlez, moi je veux bien, mais quand une usine
Pleyel ferme de piano à Alès et qu'on apprend que cette ville d'Alès est en déshérence depuis la fin des années 70, tout le monde s'en fout. Ces problèmes sociaux-là sont oubliés au profit d'un seul problème qui polarise l'intérêt des médias et d'une partie de l'élite intellectuelle, le problème des banlieues précisément. Et un problème des banlieues qui n'est pas lui-même un problème uniquement social, puisque chaque fois que quelqu'un des banlieues intervient, c'est pour dénoncer l'islamophobie, concept qui n'est pas un concept antiraciste, c'est un concept antilibéral. Au nom de la lutte contre l'islamophobie, Redeker a reçu une fatwa, Salman Rushdie, la députée néerlandaise Hirsin Ali est menacée, et la loi sur de la laïcité en France est dénoncée comme islamophobe à l'ONU dans le cadre de la prochaine conférence de Durban qui risque d'être pire que la première. Le référent religieux est menaçant et dangereux. Tout cela prouve bien que le problème n'est pas exclusivement social, mais si on veut s'occuper de la société, alors n'oublions pas, je vous en supplie, les ouvriers qui ne sont pas toujours jeunes, n'oublions pas la province et n'oublions pas la France. Non. Alors, me dire à moi de ne pas oublier les ouvriers, bon, écoutez... Alors, est-ce que, je me reposais une question, parce que dans ce débat, on a l'impression que l'un met en avant les rapports sociaux qui sont inégaux, les rapports économiques, éventuellement les rapports nord-sud. Alain Finkielkraut a l'air de dire que les rapports religieux comptent. Tout ça, effectivement, on est dans l'identité, mais on est aussi et toujours dans les rapports nord-sud. Il y aurait des rapports nord-sud, y compris en France? Moi, je poserais... le Sud est dans le Nord, en partie, aujourd'hui. Bon, en même temps, on n'est pas au même niveau... Mais je crois moi je mettrais les choses en perspective différemment. Il faut prendre au sérieux le choc de la mondialisation qui n'est pas celle du 19e siècle, qui est la mondialisation actuelle, et qui a un effet... Oui, mais anticipé par Anticipé, je sais, la mondialisation industrielle, le télé... Bon, mais c'est pas le problème. Bon. Le problème aujourd'hui, c'est que ce choc-là, à la différence de ce qui s'est passé au 19e siècle, déstabilise toutes les catégories dans lesquelles on a pensé la politique depuis à peu près le XVIIe siècle. Souveraineté, citoyenneté, peuple, nation, droit international interétatique, etc. Et c'est parce que ces catégories sont ébranlées et non pas remplacées. Qu'est-ce que la citoyenneté à l'époque de la mondialisation et des grandes migrations? C'est ça le problème. Je vais choquer encore Alain Finkielkraut. Moi, je suis pour dissocier aujourd'hui la nationalité de la citoyenneté. On est citoyen là où on vit, on travaille. Et on peut garder des références. Après tout, la France est un pays relativement homogène, mais il est exceptionnel de ce point de vue-là. Otto Bauer posait dans les années 1900 pour l'Autriche-Hongrie la possibilité d'autonomie culturelle et de dissocier les références linguistiques à condition que ces diversités culturelles et linguistiques soient assumées dans le cadre républicain de l'enseignement public et non pas privatif ou par communauté. Là-dessus, je serais d'accord pour défendre cette idée-là de la laïcité. Mais c'est parce que c'est toutes ces catégories qui ont marqué ce qu'on a appelé la sécularisation de la modernité, parce qu'elles sont justement déstabilisées, il y a un retour en force de la rhétorique religieuse, et pas seulement de la filiation religieuse. Mais prenez les guerres actuelles. Le discours, quand George Bush a employé le terme de croisade, on a dit c'est un lapsus malheureux à propos de la guerre en Irak, parce que quand même, bon, il a été retiré. Mais quand on prétend faire la guerre, non plus d'intérêt d'État pour tel, mais au nom du bien, parce que c'est ça, contre le mal, on est dans une guerre religieuse, on est dans une rhétorique religieuse. Regardez comment, et c'est pas, là c'est même pas polémique, comment les termes du conflit israélo-palestinien, qui est un conflit national, politique, sont peu à peu transformés en conflit confessionnel et racial. Bon, ça c'est une tendance. Par qui de deux côtés. De deux côtés. Je ne vais pas citer, mais Alain Finkielkraut connaît très bien les ministres israéliens qui ont dit on préfère avoir le Hamas en face, en l'occurrence Dan Meridor, Uzi Landau, à l'époque ministre de Sharon, et on préfère le Hamas parce qu'on ne pourra pas avoir de compromis. Le Hamas étant religieux. Parce que c'est religieux, etc. Oui, et il y a aujourd'hui, mais enfin je ne veux pas rentrer là-dessus, ça rentrerait un débat encore compliqué. Si, mais cela dit, c'en est un aussi qu'on peut avoir. Mais par exemple, je pense qu'il y a une évolution d'un sionisme politique avec lequel je n'ai jamais été d'accord,
Mais un sionisme, aujourd'hui, il y a une partie du sionisme qui est devenue un sionisme religieux, ce qui n'était pas le cas à l'origine. Donc il y a bien cette évolution-là dans le monde. Alors par rapport à ça, effectivement, le problème c'est comment reprendre un processus de sécularisation du monde dans ce conflit-là. Et ça nous mènera à discuter effectivement des conceptions de la laïcité. Moi, c'est pas le voile qui me panique. J'ai eu des étudiantes voilées, je suis pas concerné par la loi, puisque je suis dans l'enseignement supérieur. Mais pour moi, où passe la frontière de la laïcité? C'est que des étudiantes voilées viennent à un cours sur Darwin, sur Marx, lisent Salman Rushdie, etc. Sur le vêtement qui est à la limite du privé et du public, je ne suis pas pour le voile. Je pense que c'est un symbole d'oppression culturelle, masculine, religieuse, etc. Mais ça relève de la persuasion et de la bataille culturelle. Ça ne relève pas de la discipline étatique pour moi. Et ce qui est important en revanche, c'est les contenus de l'enseignement public. Et là-dessus, il n'y a effectivement pas de compromis possible. Mais c'est très Mais difficile. paniquer devant un voile... Mais personne ne panique. Personne ne panique. Je vais étendre, si vous me permettez, je vais étendre ce que vient de dire. C'est là où je disais on peut l'avoir, ce débat, parce qu'il y a eu pendant l'année 2007 un certain nombre de tensions avec un certain nombre de pays arabo-musulmans. Il y a une intervention en Afghanistan, en Irak bien entendu. Il y a des tensions avec l'Iran. Il y a le conflit israélo-palestinien. Il y a la guerre contre le terrorisme. Alors tout ça, qu'est-ce que c'est? C'est politique, c'est économique, c'est religieux, c'est identitaire, c'est culturel. Est-ce que je c'est peux quoi? ajouter un mot, juste un mot? Ce que vous disiez sur les banlieues, bon, mais on est une petite partie du monde, toute petite. Vous m'avez dit tout à l'heure, en préparant l'émission, que les derniers chiffres qui sont tombés disent que pour la première fois, la population urbaine dans le monde est majoritaire. Il y a pour la première fois plus de 50% de la population mondiale vit dans les villes et non plus à la campagne. Dans les villes, mais dans quelles villes? Parce que là, on a, avec les banlieues, un petit échantillon d'une tendance très lourde. On n'en est pas là, hein. Je mélange pas tout. Mais le livre de Mike Davis, qui est paru cette année, qui s'appelle « Le pire des mondes possibles », c'est une mauvaise traduction parce que c'est Planète des slums en anglais, c'est d'ici 30 ans, les projections de l'ONU sont que 1,5 milliard à 2 milliards d'individus vivront dans des bidonvilles. Vivront dans des bidonvilles. Ceux de Kinshasa, les favelas de Rio, que je connais bien, les shantytowns d'Afrique du Sud. Et on imagine quel est le terreau social de ça. Quel type de mystique? Alors, c'est les jeux, c'est les mafias, c'est les superstitions, c'est les églises évangélistes, etc. Mais c'est une question sociale, d'urbanisation, d'emploi, de scolarisation qui est majeure. Alors, si on veut discuter de ce défi-là, oui, mais on ne compensera pas ce désarroi social par un surcroît d'autorité ou de confiance dans la parole du maître. Je suis pour. L'homme empêché. Je ne suis pas du tout un libéral libertaire, hein, mais en revanche, effectivement, la parole d'autorité doit avoir une légitimité. Et la légitimité, elle se démontre notamment sur la question sociale. Et j'oublie pas les ouvriers. Pour moi, il n'y a pas les banlieues qui seraient la bonne cause aujourd'hui de substitution. Je pense que ce sont deux phases. Et c'est pas la mondialisation, c'est pas la Chine ou les États-Unis. C'est la logique du capital. Non, mais c'est un grand mot. Oui, mais enfin, attention quand même. Il y a des intervenants. Je crois que la Chine joue est l'un des acteurs principaux de l'actuelle mondialisation du fait de son réservoir inépuisable de main d'œuvre à très bon marché. Et bientôt, la Chine risque de devenir l'atelier, l'usine du monde, avec des pays qui ne subsisteront, dit-on, qu'à travers leurs avantages comparatifs, ce qui peut nous projeter dans une France, si vous voulez, peuplée presque exclusivement de manipulateurs de symboles derrière leurs ordinateurs. Ce n'est pas souhaitable. Il y a des acteurs, et c'est aussi à ces acteurs qu'il faut adresser des reproches. Parce qu'on peut dénoncer la logique du capital. Il y a des protagonistes dans cette logique, et l'Amérique n'est pas l'exclusive adresse du mal. Bien sûr, mais j'estime que le XXe siècle, pour moi, hein, est une défaite des politiques d'émancipation. Si on regarde, vous connaissez le film de Margaret von Trotta, où elle évoque le 1er janvier 1900, avec une réunion des vieilles barbes de la social-démocratie allemande, où tout le monde est là, Kautsky, Bebel, etc., avec l'idée que le XXe siècle va être un siècle de paix, de prospérité, d'émancipation. Si on compare le 1er janvier 2000, ou a fortiori 2001-2002, on n'est pas du tout dans cette idée-là.
Pour moi, les politiques d'émancipation ont subi une défaite historique au XXe siècle. Historique. Et le fait qu'aujourd'hui entre, et c'est pas la faute des travailleurs chinois ou indiens ou autres, ou polonais ou russes, mais entre sur le marché mondial par centaines de millions des travailleurs sans protection sociale et pratiquement sans droits sociaux, mais la réponse à ça, c'est pas une panique nationale et un enfermement, c'est de dire ça va être long, ça va être long. Mais il n'y aura de réponse que le jour où mais moi j'ai quand même une certaine confiance que les travailleurs chinois urbanisés aujourd'hui finiront par conquérir des droits syndicaux et ne pas subir. Daniel Ben Saïd, je vous interromps. Le problème aujourd'hui, c'est plus ceux qui, justement, ne sont pas intégrés économiquement, ne profitent pas de ces zones de croissance, à savoir les Africains qui, aujourd'hui, sont prêts à mourir pour venir vivre chez nous, les immigrés, et puis ceux qui nous contestent, effectivement, et là, je vous rappelle ma question, que ce soit en Afghanistan, en Irak, en Iran, et dans la guerre contre le terrorisme, est-ce que c'est politique, économique, religieux, culturel? Tous ces conflits sont littéralement surdéterminés dans leur nature. Hein. On peut hiérarchiser les niveaux où ces conflits se passent et sont déterminés, si vous voulez. Hein. Bon, fondamentalement, on dit c'est l'économie mondiale, c'est la mondialisation qui crée des ravages un peu partout et qui crée des réactions de ce type. Hein. Mais l'économie, ça engendre du social, le social engendre du politique, et l'économie, du même coup, la crise économique mondiale engendre des réactions réflexes de nature identitaire, ce qui explique un petit peu la montée actuellement des nationalismes. Hein. Ça a été le cas, par exemple, si vous voulez, après la chute du mur de Berlin, on a vu le système imploser, on a vu le libéralisme triompher, et on a vu une véritable explosion des identités nationales. Attends, je termine. Et deuxièmement, ce qui est important, c'est sur la question de la religion, si vous voulez. Hein. Il se trouve que ces conflits, qui, de mon point de vue à moi, en dernière instance, si vous voulez, hein, ultimement, sont économiques, se manifestent à des tas de niveaux et ils sont réfractés à travers des référents religieux. Si vous prenez le 11 septembre, hein, le 11 septembre a été lancé sur la base d'une thématique vécue par ses initiateurs, qui était une thématique religieuse. Et là, je voudrais faire allusion, si vous me permettez, à un article que Pascal Bruckner avait écrit dans Le Monde, à l'époque, si vous voulez, hein, où il disait, il soutenait deux choses, si vous voulez, hein, que d'une part, la montée de l'islam et la forme terroriste qu'il prenait n'avaient rien à voir avec les croyances religieuses, ce qui me paraît tout à fait inexact. Parce que le référent religieux et les raisons que l'on se donne d'être violent dans une situation donnée face à un adversaire qu'on fantasme comme l'injuste, l'infidèle, etc., ça existe réellement comme une motivation en quelque sorte vécue du conflit. Et deuxièmement, Alain Finkielkraut a ajouté, Pascal Bruckner a ajouté, excusez-moi du lapsus, Pascal Bruckner a ajouté que c'était des nihilistes. Bon, ce n'est pas vrai, des nihilistes qui, en quelque sorte, étaient animés par une espèce de pulsion de mort et qui étaient habités, disait-il, par une espèce de haine de l'Occident. Alors là, je pense qu'à ces deux niveaux, vous voyez, l'absence d'une référence religieuse, c'était pas des croyants, c'était des nihilistes. À ces deux niveaux, si vous voulez, Pascal Bruckner se trompe, hein, et il évoquait d'une manière paradoxalement très subtile l'arrière-fond, au contraire, économique, social, politique, le conflit israélo-arabe, etc. Et il en faisait en quelque sorte une espèce de causalité complètement secondaire, avancée par des intellectuels progressistes qui voulaient se défausser en quelque sorte d'une vision lucide de la réalité. Alors, moi, il me semble, pour terminer, si vous voulez, hein, que on assiste actuellement, pour revenir à la question de l'identité religieuse, ce qui n'est pas une question anodine quand même, hein, on assiste actuellement à un retour, c'est un fait, hein, de la revendication religieuse un peu partout, hein, que ça soit en France, que ça soit dans les ex-pays de l'Est, hein, que ça soit bien entendu dans le Maghreb, etc., que ça soit aux États-Unis, avec ce qu'on appelle, Ben Saïd y a fait allusion, le mouvement néo-créationniste, hein, qui fait intrusion dans les écoles, avec la volonté, je vous le signale quand même, du projet constitutionnel pour l'Europe, d'intégrer à la demande des Allemands et je crois la référence chrétienne, vous dites, vous mettez ça sur le même plan? Oui, parce que c'est un retour. Vous n'êtes pas en train de rigoler là? C'est un retour. L'Europe est chrétienne de naissance, c'est la même chose qu'une croisade intégriste? Non, je dis que c'est un retour. Un retour à quoi? Un retour du référent religieux. A-t-elle une origine chrétienne ou non? Non, c'est un retour du référent religieux. On n'a pas le droit. Et pourquoi l'Europe devrait-elle dissimuler? On va se calmer. Le lieu d'où elle vient. Je termine. Il y a un retour en force donc du phénomène religieux, si vous voulez, dans les consciences, et il y a aussi un retour en force, et j'ai en face de moi Marcel Gaucher qui a récemment dialogué avec Luc Ferry dans un livre sur la religion, et il y a manifestement, pensez aux travaux de Régis Debray,
hein, qui consiste à réhabiliter en quelque sorte la nécessité non pas de la croyance en général, mais de la croyance religieuse pour vivre ensemble. C'est ça le fond du discours de Yves Debré. Hein. Donc on assiste à la fois à un retour en force du phénomène religieux, hein, dans les consciences, hein, qu'il ne faut pas survaloriser mais qui existe réellement, et un retour en force du discours pro-religieux chez les intellectuels. Et vous voyez, ça c'est ce qui m'inquiète moi à titre personnel, parce que je suis de ceux, je termine, pour qui la religion ne tombe pas du ciel. Vous savez que Marx disait, la religion ne vit pas au ciel mais sur la terre, et que c'est la détresse de l'homme qui produit le phénomène religieux. Mais alors, faites attention, Marx n'avait pas du tout en vue la détresse de l'homme face à la mort, sa détresse métaphysique, ce qui pourrait être un autre point de vue possible. Hein. Il entendait par détresse la détresse économique, sociale, le malheur des êtres humains sur Terre. Et il faisait donc de la religion à la fois une expression de cette détresse et une protestation, ce qui est autre chose, contre cette détresse qu'il faut prendre en compte. Alors simplement, ce que je veux dire, c'est que il faut absolument que nous corrélions, ne serait-ce que pour des raisons de lucidité intellectuelle, le retour du religieux et ce qui se passe sur Terre. La montée de la crise mondiale explique largement la montée du phénomène religieux. Je voulais demander son avis à Marcel Gauchet, qui était en face. Je voudrais dire quelque chose après. Non, je vous en prie. Il y a indéniablement, il y a une réactivation des phénomènes religieux, des identités religieuses. Est-ce que ça veut dire qu'on assiste à un vrai retour de la religion? Je le crois, pas du tout. Et est-ce qu'on assiste à des conflits religieux? Évidemment, à des conflits où l'élément religieux est mis au premier plan. Mais quelle est leur nature profonde? Est-ce qu'on a affaire à une sorte de retour en arrière vers les temps de religion? Absolument pas. On a affaire au choc de l'occidentalisation du monde, parce que la mondialisation, on peut l'appeler comme on veut, mais c'est bel et bien une occidentalisation des manières de fonctionner, de penser, et en particulier dans le domaine de l'économie, mais pas exclusivement. Le choc le plus grand de la mondialisation, c'est le choc intellectuel du mode de pensée occidental, scientifique, ce n'est pas rien, la rationalité qui s'applique à tous les niveaux et dans la vie quotidienne sous la forme du calcul économique, qui déstabilise des traditions très profondément établies qui n'ont pas connu le mouvement qu'on appelle de sécularisation ou de laïcisation des sociétés occidentales. Donc qui réagissent. Et comment pourraient-elles ne pas réagir? Nous faisons faire à ces sociétés, en quelques décennies, un trajet qui a, en Europe, occupé 5 siècles, au moins, si ce n'est davantage. Il y a donc... Mais je crois qu'il y a une illusion, en même temps, à penser... Il faut voir ces phénomènes pour ce qu'ils sont, et ça veut dire, pour moi, c'est pas pour le plaisir de l'interprétation, c'est qu'est-ce qu'on fait face à ces phénomènes. Je crois qu'il faut commencer par les comprendre pour agir efficacement. Et que là, les Occidentaux font d'une maladresse d'une maladresse ethnocentrique extraordinaire, parce qu'ils ne comprennent pas du tout leurs interlocuteurs. Alors, moi, je pense qu'il faudrait quand même, pour comprendre, faire des distinctions. Je me sens très mal à l'aise avec l'éruption de cette catégorie, le religieux. Et donc, toutes les formes du religieux, notamment chez Régis Debray, se ressemblent, elles procèdent du même paradigme. Il y a des manières différentes de vivre la religion et des religions différentes aujourd'hui dans le monde. Or, mais je pense que cette symétrie arrange tout le monde, surtout quand on refuse de voir qu'il puisse y avoir d'autres conflits réels que les conflits entre dominants et dominés. Le problème de l'islamisme n'a rien à voir avec les attitudes actuelles de l'Église catholique. Le discours du pape de Ratisbonne, aussi maladroit qu'on l'ait jugé, n'a aucune commune mesure avec les fatwas de Ben Laden ou d'autres. L'islamisme est une réalité absolument singulière. C'est un défi. Je ne dis pas qu'il faut lui mener la guerre. Et d'ailleurs, à propos de guerre, oui, Bush a parlé de croisade, comme Wilson, qui l'avait fait
en 14-18, comme Roosevelt, et au nom de ce que les Américains prennent pour leur destinée manifeste, et qui n'est pas très loin de ce que De Gaulle disait quand il parlait d'une certaine idée de la France, une idée qui, chez De Gaulle, avait quelque chose de transcendant et de religieux. Donc cette croisade, c'était une croisade fautive, certains la jugent criminelle, elle était en tout cas incroyablement maladroite, pour la démocratie en réponse à des attentats qui les avaient d'autant plus surpris qu'ils avaient été fomentés par des gens qui n'étaient pas des pauvres, dont on ne pouvait pas dire que c'était chez eux l'arme du désespoir. Alors, ils ont dit on va remodeler le Moyen-Orient, on va commencer par démocratiser l'Irak. On a vu le résultat. Mais il ne s'agissait pas de convertir les Irakiens, il ne s'agissait pas d'une croisade contre l'islam, il s'agissait d'une guerre contre Saddam Hussein pour établir la démocratie comme on avait cru devoir le faire en Amérique et en Allemagne. Le problème, c'est que l'Irak, précisément, n'est pas une nation. La plupart des Irakiens ne veulent pas être Irakiens et on a donc non pas mis le couvercle de l'occupation, on a soulevé le couvercle et sous le couvercle, il y avait une guerre civile religieuse d'une intensité inouïe et qui montre d'ailleurs que la situation politique du monde arabo-musulman et la situation politique du monde occidental ne sont pas les mêmes, que l'idée de nation n'y est pas aussi implantée et que, effectivement, on raisonne en termes d'empire, on raisonne encore en termes de califat et le conflit des chiites et des sunnites est à son début. D'ailleurs, il aura peut-être l'effet positif de ramener les Israéliens et les Palestiniens les uns avec les autres face à un ennemi commun. Mais Daniel tout cela demande... Donc, je suis d'accord avec Gauchet, il faut comprendre, mais à condition qu'on fasse des distinctions et qu'on ne croit pas que la seule guerre, ce soit la guerre des dominants et des dominés. Non, mais d'accord, mais le monde de l'islam est aussi compliqué dans son histoire, ses hérésies, etc., que l'histoire du christianisme. Donc, on ne peut pas diaboliser non plus. Je suis évidemment pas d'accord avec Ben Laden. Mais là aussi, la complexité, il faut l'introduire là-dedans. Je parlais d'islamisme, là, je parlais pas d'islam à propos de Ben Laden. Qu'il y ait une histoire chrétienne de l'Europe, soit, mais je ne vois pas pourquoi ça doit figurer dans une constitution aujourd'hui. Et c'est pas forcément une valeur. Non. Bon, enfin, l'autre problème pour moi, je comprends très bien ce qui ressurgit. Ce que je connais le mieux, c'est l'Amérique latine. Bon, vous avez en Amérique latine, pas en réponse à la mondialisation, mais il suffit de constater ce qui s'est passé en Bolivie avec l'accession à la présidence de Evo Morales, c'est quand même pas un événement mineur. Même Chavez, on oublie qu'une raison de son succès, c'est que c'est un métis, que la population métisse au Venezuela était absolument invisible, inexistante politiquement. Et devant le rouleau compresseur, pas seulement économique, mais culturel, il y a des pays en faillite où on ferme les écoles et où on remplace les instituteurs par des répétiteurs qui commandent des programmes scolaires standardisés par des multinationales de l'enseignement. Et par rapport à ça, vous avez une revendication des cultures indigènes. Moi, je ne pense pas que la revendication des us et des coutumes soit nécessairement progressiste. Si on regardait du point de vue des femmes, de l'homosexualité, etc., il y aurait beaucoup de choses à en dire. En revanche, c'est une forme d'affirmation. Mais après, la direction, la trajectoire dans laquelle elle va aller n'est pas jouée d'avance. Et je donne un exemple qui est très parlant. Vous avez la revendication des Indiens du Chiapas ou du sud du Mexique, qui est de reformuler la nation mexicaine, non pas de faire sécession, non pas de créer un État maya ou zapotèque. Et en revanche, vous avez Sentier Lumineux au Pérou, qui est là dans une conception raciale de la revendication indigène. De la même manière, en Algérie, on a vu que la revendication berbère, notamment culturelle, le droit de parler le tamazirt, ne s'exprime pas forcément par une idée raciale, y compris de sécession et d'État racial. Mais pourquoi? C'est que dans les deux cas, au Mexique et en Algérie, il y a une histoire commune, qui est la révolution mexicaine et la lutte de libération algérienne, qui ont été des creusets historiques. Et à partir de là, il y a effectivement à ces revendications aujourd'hui culturelles un devenir différent que l'ethnicisation de la nation, qui est d'apporter justement un apport culturel différent dans une recomposition collective. Mais c'est un enjeu de bataille politique, il n'y a aucune destinée là-dedans.
Alors, dernier mot, Yvon Quignou, parce qu'après on va se quitter. Sur la religion, parce que je ne peux pas laisser passer ce qui s'est dit aujourd'hui au niveau de l'introduction possible ou souhaitée par certains des valeurs chrétiennes dans une constitution européenne éventuelle. Moi, ce qui me gêne, vous voyez, dans le débat que nous avons eu ce soir à ce niveau-là, mais dans l'ère du temps philosophique, c'est l'absence de recul critique à l'égard du phénomène religieux, à l'égard des effets négatifs que les religions peuvent produire, et y compris aujourd'hui. Je prends simplement un exemple très banal sur la question des mœurs. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas une seule religion officielle aujourd'hui qui ne condamne l'homosexualité ? Sous des formes diverses et variées, mais toutes les religions officielles condamnent l'homosexualité. Bon, par ailleurs, est-ce que vous savez aussi que la plupart des religions, pendant des siècles, bien entendu, se sont opposées, vous l'avez envisagé, je suppose, Marcel Gauchet, se sont opposées au progrès des sciences. Et la reconnaissance du darwinisme, de la théorie de Darwin par le pape Jean-Paul II, ne date que de 1996, alors que la théorie de Darwin existe depuis un siècle, et ça a été une reconnaissance partielle. Mais ça a été une reconnaissance partielle. À l'instant même où l'Église catholique reconnaissait que l'homme était un produit de l'évolution, elle apportait une restriction de taille. Oui, pour son corps, pas pour son esprit. Ce sera, le dernier mot. On n'aura pas parlé de la gauche, on n'aura pas parlé du réchauffement climatique, on n'aura pas parlé de tout ça. Ce sera peut-être l'objet d'une émission de 2008, une des premières. Merci à tous d'avoir été là. On se quitte avec Cocoon, un groupe de Clermont-Ferrand qui vont nous chanter On My Way. Cocoon, c'est à vous. À demain. Merci. If you feel like a liar, if you're about to leave me, if you can't sleep at night, if my bed songs upset you, and if my arms can't warm you, then you just have to try. I am such a coward. I could win an award and you may not believe me, but it would be okay. Be okay. Be okay. Oh, oh. Did you know you're still crying? Did you know that we are dead? Is it paradise? I'm just waiting for the day that I will find a letter on the bedroom door. Oh, I am such a coward. I could win an award and you may not believe me, but it would be okay. Be okay. Be okay. Be okay.